Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de votre soirée, Info 10, le journal local et régional qui sera suivi de Sport 10, l'actualité sportive de Guadeloupe avec Séverine Méridan. À 20h, vous retrouverez Yves Boisset pour le volet politique. Mais pour l'instant, place à l'actu locale. Nous sommes le vendredi 16 avril 2021 et en l'espace d'une journée, le président de la République Emmanuel Macron a affirmé mettre fin au confinement le 3 mai prochain. Et dans le même temps, le Premier ministre Jean Castex, lui, dit que la troisième vague est loin d'être terminée. On a quand même souvent deux sons de cloche assez différents. Et voilà 2 mois que les parents d'élèves de Petit-Bourg subissent le blocage des écoles. Un véritable casse-tête quotidien pour les familles qui font face à une organisation supplémentaire pour la garde de leurs petits. Ils étaient mobilisés ce matin avec le collectif Timoun Tibou. Le reportage. Une fois de plus, nous avons une école qui est fermée. Les écoles de la commune de Petit-Bourg ont repris après les vacances lundi, mardi, jeudi, et celle-là, elle est encore fermée. Eh bien, nous estimons que toutes les écoles de la commune doivent être ouvertes. Donc, nous avons été sollicités par le comité des parents de cette école. Et évidemment, en qualité de collectif l'école Tibou, il était normal et impératif que ce matin, que nous soyons là pour que nous puissions voir la situation ensemble et surtout demander à ce que cette école soit réouverte. Nos enfants, ils sont pénalisés de par déjà une situation qui perdure. Et hormis ça, il y a encore l'histoire de problèmes au niveau de l'école qui perdure, au niveau de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Pour apparemment diverses et multiples raisons, semblerait-il qu'il y aurait eu un problème d'accès et de sécurité. Il y a un problème aussi de nettoyage, divers problèmes et variés. Ce que nous savons, c'est que nos enfants doivent avoir un enseignement, nos enfants doivent venir à l'école et ça, nous sommes totalement mobilisés pour que nos enfants soient à l'école. C'est très difficile pour les parents de pouvoir s'organiser, de pouvoir gérer, parce que les parents travaillent. Donc, dans la tête de certains, pour eux, l'école est considérée comme une garderie, or que non. L'école, c'est déjà une institution. Nos enfants, ils ont le droit à la scolarité, ils ont le droit à l'école. C'est d'autant très difficile pour les parents qui travaillent, notamment par exemple moi, depuis le début de la grève, je suis obligée de m'organiser pour pouvoir payer la garderie, ce qui n'est pas évident. Un parent qui a la possibilité d'emmener l'enfant et de voir qu'il n'y a pas d'école, de repartir à la maison avec son enfant, c'est tout bénef. Mais il y en a beaucoup qui travaillent, il y en a qui sont dans des situations particulières difficiles, il y en a qui doivent faire appel à papi, mamie, et nous savons que nous sommes dans un contexte sanitaire aussi difficile. Donc c'est des problèmes qui se rajoutent à des problèmes, et là ça devient compliqué. Un reportage signé Maxime Morel. Et maintenant, je reçois le maire de Petit Canal, Blaise Rudy-Mornal. Bonsoir, monsieur Mornal. Bonsoir, bonsoir à la Guadeloupe et bonsoir particulièrement à la population canalienne. Alors, au même titre que les autres communes du département, votre municipalité connaît quelques remous avec ce mouvement social de l'UTC-UGTG. Pourquoi on n'avance pas, monsieur Mornal ? Effectivement, Petit Canal aussi n'est pas épargné par ce mouvement. On n'avance pas parce que ça a été pris dans la globalité. Moi, je suis persuadé que si on avait continué à fonctionner comme on avait l'habitude de faire dans le passé, parce que le dialogue social existe depuis un moment au sein des différentes collectivités, et il y a des choses qui avancent et qui se font. Je prends pour exemple Petit Canal. En 2017, j'ai signé un protocole d'accord avec l'UGTG pour la révision de la carrière des agents. Et ce protocole a été mis en place. Est-ce qu'il a été effectif ? Effectivement, justement, je vais vous expliquer. Il faut savoir qu'on a repris la carrière des agents 13 ans en arrière. Je suis arrivé en 2014. Je me suis engagé à revenir sur la carrière 13 ans en arrière. De 2001 à 2014, la carrière des agents a été reprise dans la totalité. Il y avait 33 agents concernés. Ça a coûté à la ville 168 000 euros en rétroactivité de salaire que les agents ont touché. Les agents ont touché entre 8 et 9 000 euros en moyenne. Le plus gros de mémoire, je me rappelle, on avait aussi 38 000 euros en agent. Ce n'est pas rien. On est tous conscients là-dessus. Ça coûte 120 000 euros à la collectivité chaque année.
Donc en supplément sur le budget? En supplément sur le budget, ça veut dire reçu une mandature, c'est 720 000 € que ça a coûté à la collectivité et qui continue à coûter parce qu'il faut verser les salaires sur cette révision de carrière des agents. On est d'accord que vous ne revenez pas sur la légitimité justement de devoir faire ces rappels de carrière? Il faut savoir que la loi logiquement nous oblige à revenir 4 ans en arrière. Et donc ça a été une volonté politique de retourner 13 ans en arrière. Et donc il a fallu que la majorité qui m'accompagnait puisse valider cette volonté. Et donc je ne reviens pas dessus, mais ça a été vraiment une volonté politique d'aller aussi loin. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, les agents continuent à bénéficier de cette action que nous avons menée. Et ce qui reste, et qui avait été acté dans le protocole d'accord avec l'UTC-UJTG, c'est les 2 années, à savoir 2015 et 2016, 2015 et 2016 qui ne pouvaient pas être réalisés parce qu'on n'avait pas le retour des CAP. On les a reçus, ces retours, en octobre 2020, et donc on était en phase de pouvoir réaliser, je dirais, la finalisation de ces engagements envers le syndicat. Mais je voudrais aussi dire à la population, personne ne part à la retraite avec moins de 35 heures sur Petit Canal, ce qui permet à tous ceux qui partent à la retraite d'avoir une retraite pleine. Tous les agents contractuels... Donc il n'y a pas d'agents qui auront des retraites à 400, 500, 600 € sur Petit Canal? Impossible sur Petit Canal, parce que tous ceux qui partent à la retraite, ils partent à 35 heures. Je peux vous donner des exemples. Un agent chez nous à 25 heures, c'est 1 260 €. C'est beaucoup plus que le SMIC à 35 heures dans le privé, à 25 heures. À 28 heures, c'est 1 460 €. À 35 heures, c'est 1 800 €. Et ça, ce sont des salaires de débutants que je vous donne. Donc, c'est pour vous dire que je comprends qu'il y ait des communes où il y a nécessité de prendre en considération la difficulté de certains agents qui n'ont pas la reconnaissance qu'il faut. Mais vous n'êtes pas d'accord de payer pour ces communes-là? Mais les villes où ça fonctionne, quel est l'intérêt de pouvoir bloquer alors que... C'est une question qu'on a envie de vous poser, M. Bordel. Mais je me pose la question aussi. Parce que quel est l'intérêt de bloquer quand le dialogue social n'est pas rompu? En général, on entre en grève quand le responsable ou le patron ne veut pas négocier. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On a vu plusieurs maires qui veulent négocier, mais on vous dit que vous devez négocier de manière groupée, c'est-à-dire par l'association des maires, les 32 en même temps. Mais tout le monde a constaté que ça ne fonctionne pas. Pourquoi ne pas retourner à la situation d'avant? Pourquoi ne pas se conforter à ce qui a fonctionné dans le passé? Est-ce qu'on va hypothéquer, je dirais, le développement économique de la Guadeloupe dans une période aussi difficile? Je prends un exemple très simple. Vous savez aujourd'hui, qu'est-ce qui fonctionnait et où les entreprises étaient assurées de pouvoir écouler leurs produits? C'était au niveau des caisses des écoles. Hein? Que ce soit les entreprises de vente de denrées, que ce soit au niveau des agriculteurs, c'était une source sûre pour pouvoir écouler un peu, je dirais même pas la totalité. Nous savons tous, avec la crise que nous traversons, comment c'est difficile aujourd'hui de pouvoir faire un chiffre d'affaires convenable pour pouvoir payer les charges. On a vu les agriculteurs devoir brader leurs produits puisqu'ils ne trouvent pas preneurs à cause de la fermeture des hôtels et notamment accessoirement celle des écoles qui commandent effectivement beaucoup pour les cantines. Mais le Guadeloupéen a envie de comprendre. On sait qu'on est dans une période délicate, une période sensible, on sait que les élections arrivent. Est-ce qu'il y a vraiment une manipulation politique derrière tout ça? Parce qu'on ne comprend plus. Je ne dirais pas qu'il y a une manipulation parce que je n'ai pas les éléments pour dire qu'il y a une manipulation. Cependant, je me dis qu'on est tous des hommes et des femmes responsables. Nous avons tous des enfants qui vont à l'école, même si pas directement, mais nous avons un cousin, nous avons une nièce. Que ces enfants-là soient pénalisés alors qu'il y a possibilité de trouver des solutions, que l'on puisse pénaliser le développement de l'agriculture et que ces familles qui n'ont pas un salaire, je dirais, mensuel et fixe tous les mois. Ils font leur salaire en fonction des ventes de leurs produits, mais en fonction aussi de la situation climatique. Et cela encore, on est en train de les pénaliser. Les entreprises qui sont en difficulté, qui peinent à faire les chiffres pour pouvoir payer leur salaire, on va encore les mettre dans une difficulté comme on le fait aujourd'hui. Alors que les fonctionnaires, je n'ai rien contre les fonctionnaires, mais je suis content
de pouvoir payer le salaire des fonctionnaires, mais les fonctionnaires aussi devront se dire au niveau des collectivités qu'ils ont une chance inouïe, qu'il pleuve, qu'il grêle, qu'il y ait confinement, qu'il n'y ait pas confinement, le salaire tombe à la fin du mois parce que c'est budgétaire. Donc c'est une chance inouïe. Laissez la chance aussi aux autres de pouvoir s'en sortir. Donc j'appelle de mes voeux à ce que nous puissions retrouver le dialogue social et que l'on puisse débloquer les situations. En tout cas, à Petit Canal, je suis prêt à recevoir les syndicats pour trouver une solution. Nous avons les solutions et ça nécessite nullement une grève. Alors, comme l'UTC-UGTG est déjà parti, ça fait quand même 2 mois que ça dure, on commence à perdre espoir un petit peu. Je ne dis pas que c'est la chose à faire, mais est-ce que vous avez déjà même essayé de tout valider ? De leur donner gain de cause sur tous les points de revendication, de mettre les carrières des agents à jour pour les communes qui sont le plus en retard, de tout valider pour mettre un terme à cette grève? Chez moi, je dirais que il n'y a pas grand-chose à faire pour que la grève s'arrête. Nous étions déjà... Vous n'étiez pas dans une mauvaise situation financière à Petit Canal. Ça va plus ou moins bien quand même. Cela va plus ou moins bien. Mais vous savez, quand on est chef d'utilité, on est aussi responsable. Aujourd'hui, j'ai 17 agents sur 120 qui bloquent la ville. Il y a 8200 habitants. Est-ce que vous trouvez ça normal? Je dis non. Et surtout quand je vous donne les salaires que les agents perçoivent, hein, et là je vous parle des débutants. Donc tous ceux qui ont de l'ancienneté, et ce sont des salaires conséquents. Et ils se plaignent de pouvoir partir, quand ils partent à la retraite, de ne pas avoir les 40%. Mais dans le privé, qu'est-ce qui se fait? Quand on a besoin d'avoir plus de retraite, on prend un complément de retraite. Oui, mais c'est global dans la fonction publique de perdre les 40% à la retraite. Mais en tout cas, dans le cahier de revendication de l'UGTG, ils contestent la perte des 40% lors du départ à la retraite. Donc on imagine que ça, c'est un point qui est très difficilement négociable. Mais vous savez, il y a des choses que nous, maires, nous pouvons faire, mais il y a des prérogatives aussi qui ne sont pas les nôtres. Hein. Nous, on peut prendre des décisions sur ce qui nous concerne, mais ceux qui ne nous concernent pas, c'est clair que ce n'est pas nous qui allons apporter des solutions. En tout cas, Petit Canal, je tiens à le dire à la population canalienne que des solutions existent. Et ces solutions ne nécessitent pas que l'on bloque la collectivité et que l'on empêche le bon fonctionnement de la collectivité de la mairie de Petit Canal. Merci beaucoup Blaise Rudy-Mornal, maire de Petit Canal, d'être venu sur ce plateau ce soir pour nous expliquer effectivement les tenants et les aboutissants du conflit de l'UTC au sein de votre municipalité. Et petite question avant qu'on passe au prochain sujet, qu'est-ce que vous pensez des tests salivaires chez les enfants de primaire et de collège? Ben, salivaire, c'est possible. C'est déjà mieux que nasopharyngé? Ah oui, c'est clair. Eh bien justement, les tests salivaires font leur apparition dans les écoles maternelles et primaires. Il s'agit d'un test PCR beaucoup moins contraignant que le prélèvement nasal. Ce dernier n'est pas obligatoire et n'expose pas vos enfants à des risques de mise à l'isolement. On écoute le docteur Armel Ezelin, médecin conseiller technique au rectorat. Le test salivaire, c'est un moyen de dépistage, précoce, de dépistage pour les enfants de la maternelle jusqu'au CM2 pour dépister précocement la présence de virus. C'est un test qui se fait avec autorisation des parents, une autorisation écrite, un document et un courrier est adressé aux parents. Et c'est seulement au retour des autorisations écrites que nous pouvons mettre en place ce test. Ce test consiste à recueillir de la salive et dans un petit flacon, et cette salive est analysée ensuite par les laboratoires, 3 laboratoires qui ont été désignés par l'ARS. Et c'est un test PCR. Il y a plusieurs types de tests PCR, le test nasopharyngé que nous connaissons, et aussi le test salivaire qui sera un test PCR. Donc voilà. Et c'est un test qui se fait... nous avons commencé hier, les tests salivaires. Depuis hier, nous avons fait aussi ce matin. Avec ces tests, nous allons repérer très tôt les enfants positifs, surtout l'enfant. C'est l'enfant qui est positif et asymptomatique, il n'y a pas de signe, mais il peut transmettre. On pourra aussi informer les parents. Les parents sont informés de la positivité de leur enfant, ce qui veut dire qu'il faut que les parents, la fratrie aussi, l'enfant, toute cette famille sera mise en isolement. Et aussi, au niveau de l'école, nous allons faire ce qu'on appelle le contact tracing, c'est rechercher toutes les personnes avec qui l'enfant était en contact.
j'insiste beaucoup, je crois qu'il faut insister beaucoup, aucun test ne sera fait sans l'autorisation des parents. C'est une proposition qu'on propose aux parents, qu'on propose aux parents, comme nous faisons aussi les tests antigéniques dans le second degré, et pour les adultes et pour les enseignants, c'est une proposition, il faut être volontaire. Et donc, si le parent ne veut pas, l'enfant ne sera pas mis à côté, parce qu'on respecte le choix des parents. Donc, en général, nous demandons, nous avons des gens qui sont formés pour faire ce recueil de la salive, ce qu'on appelle les médiateurs lutte anti-Covid. Nous avons 12 personnes, c'est 12 jeunes femmes qui ont été formées et qui accompagnent les enfants. Vu le contexte de circulation virale, nous évitons un peu le brassage. Donc nous faisons les tests à l'école. Donc pour éviter le brassage, nous déconseillons la présence des parents. Pour aussi mettre l'enfant, il sera mis en confiance par les médiateurs. Mais puis c'est un cadre, le parent et l'enfant peut avoir peur. Veut bien faire, et ce n'est pas du crachat, c'est de la salive que nous recueillons. Connaissez-vous la bande dessinée Tropique Toxique créée par Jessica L'Oubliée? Si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à vous renseigner sur cet ouvrage qui traite de la pollution des sols au chlordécone. Un livre, mais pas que, puisque l'auteur a couplé le support papier aux nouvelles technologies. Pour ce faire, elle utilise la réalité augmentée avec des maquettes 3D permettant de voir comment la molécule s'est répandue. Par exemple, un projet 3.0 appuyé par Joseph Pita est présenté ce jour dans les locaux de CAPES. Le reportage. Il est sorti déjà il y a 5 mois, donc ce qui était vraiment très très important pour moi aujourd'hui, c'était de montrer via le procédé de réalité augmentée toutes les ressources qui ont permis l'écriture de la BD, mais toutes ces ressources surtout qui permettent de développer des connaissances complémentaires et de façon beaucoup plus simple et aisée encore que la BD ne permet de le faire. À savoir des maquettes 3D, par exemple, il y a une maquette qui permet de voir comment la molécule a quitté l'environnement des bananeraies pour aller ensuite imprégner l'ensemble des compartiments des écosystèmes de Guadeloupe. Il y a aussi des documents authentiques type articles de presse, il y a de la vidéo, on voit par exemple les ouvriers américains d'Hopewell qui produisaient le Képone en 1975 nous raconter comment ils se sont intoxiqués avec la molécule, quelles conséquences ça a eu sur leur santé. Pour moi, l'objectif, c'est vraiment le même mot d'ordre, rendre visible l'invisible pour que les élèves de Guadeloupe et de Martinique puissent comprendre que cette molécule n'est pas seulement quelque chose du passé, au contraire, c'est bien quelque chose du présent et même de l'avenir dont il faut avoir peur, mais que finalement, c'est quelque chose pour lequel on peut aussi développer des gestes barrières, comme on en développe avec le Covid, à partir du moment où on est informé et conscient de la présence de cette molécule dans notre environnement. On peut la combattre, mais il faut juste pouvoir la détecter. Il faut la détecter avec des connaissances. Il faut savoir que CAPES est un produit local qui est dans le patrimoine local guadeloupéen. Et tout ce qui est innovant, nous tenons à apporter notre contribution à cette innovation. Et c'est un livre parfaitement innovant qui parle du chlordécone. Et comme vous le savez, CAPES a été la première entité aux Antilles-Guyane à porter une plainte officielle au tribunal le 10 juin 2000 contre le chlordécone. Je vous donne rendez-vous demain à la brasserie Les Couzes de Goyave de 15h à 18h, donc demain samedi 17 avril, où là on vendra des livres, on présentera les planches en réalité augmentée, on fera gagner des choses aussi. Donc voilà, toutes les personnes qui sont intéressées pour en savoir plus, pour faire signer leur livre si elles l'ont déjà ou pour en acheter si elles veulent l'acheter, rendez-vous demain. Le chantier du nouveau CHU de Perrin avance, et il avance très bien même. Malgré la crise Covid, les travaux ont cumulé un très mince retard, mais c'est grâce à un maintien des cadences. Quoi qu'il en coûte, le préfet de région et la directrice de l'ARS se sont rendus sur place aujourd'hui. Le reportage. C'est toujours essentiel de venir voir l'état d'avancement du chantier du CHU. Le CHU, c'est un projet qui est majeur
D'autant plus dans les circonstances actuelles du Covid et de la crise du Covid que nous gérons. On sait très bien qu'on a besoin de cet outil et donc il est important de venir voir où en est ce chantier, si on continue à avancer comme il est prévu. On a besoin absolument que le CHU avance et qu'on puisse le livrer dans des temps que nous attendons tous et évidemment que l'on puisse prendre en charge les patients dans ce nouvel établissement dès que possible. Une très belle visite cet après-midi. Outre le fait que je sois présidente du conseil de surveillance du CHU, voir monter les murs, imaginez que dans 2 ans et demi à peu près, on va rentrer dans ces beaux bâtiments. Vous avez vu qu'on voit les évolutions, donc concrètement, on voit les bâtiments qui existent maintenant. On est allé à l'intérieur d'un bâtiment, on commence à voir les chambres qui se dessinent. Donc c'est du concret, c'est vraiment la réalisation majeure que nous faisons avec l'ARS et le CHU pour que les Guadeloupéennes et les Guadeloupéens puissent avoir un système de santé qui soit pleinement efficace. On est en train de faire des petits arrangements et on enchaîne avec une autre visite de terrain, celle du président de région Harry Chalus, qui a été visiter le futur chantier, puisque ce n'est même pas encore vraiment le chantier, mais le futur chantier de la déviation de la Boucan, qui est tant attendu depuis des années et des années. Le reportage. Nous avons voulu aujourd'hui, avec les maires de Lamantin, de Sainte-Rose, le président de la communauté d'agglo, les entreprises qui travaillent sur ce chantier et aussi les agriculteurs, les invités. Les derniers ont finalisé des signatures de titres de propriété, de déplacement, de compensation il y a à peu près 3 semaines, avec l'EPF qui a présenté effectivement le travail colossal qui a été fait depuis que nous avons donné mandat à l'EPF aujourd'hui. Les choses avancent. Montrer aussi que l'appel d'offres pour la route, le viaduc, le gros œuvre, tout a été lancé aujourd'hui depuis 3 semaines actuellement et que c'est un projet qui avance convenablement. Mais comme nous avons entendu tellement de choses, tellement de mensonges de la part de certaines personnes qui disaient que ça prend du temps, pour les faire savoir que si avant notre arrivée à la région, le travail avait commencé, nous ne serions pas là aujourd'hui. Et que nous avions dû tout faire de A à Z, on a dû tout reprendre à zéro. Nous avons entendu la directrice de l'EPF qui le disait. C'est en 2015 quand nous sommes arrivés qu'elle a eu mandat pour pouvoir négocier avec les propriétaires. Vous avez entendu parler, M. Magdeleine, M. Théodore, tous ceux qui sont propriétaires de ces terrains qui disaient effectivement rien n'avait été fait. Et c'est l'équipe régionale que je conduis qui a tout mis en œuvre pour que cette déviation soit opérationnelle et effective. C'est une très grande satisfaction pour moi d'être présent aujourd'hui à la Boucan pour la déviation de la Boucan, puisque cela va permettre de désenclaver le nord Basse-Terre et permettre le lien entre les différentes villes, et notamment le Lamantin et Sainte-Rose. Il y a une zone d'activité à Jola, il y a une zone à Olivier. On va pouvoir créer cette connexion et fluidifier la circulation sur l'ensemble du territoire. Mais en tant que président de la communauté du Nord Basse-Terre, nous avons décidé que l'environnement doit être mis en avant et c'est pour cela aussi je me suis rassuré en voyant que tous ces éléments étaient pris en considération concernant l'impact sur l'environnement, l'impact sur la rivière, qu'il puisse y avoir une compensation, que cela soit pris en considération dans les travaux, cet aspect écologique, et aussi également sur l'agriculture, puisque nous on s'affiche comme un territoire vert, un territoire rural, un territoire qui défend l'agriculture. Donc là aussi il fallait minimiser l'impact sur l'agriculture et c'est ce qui a été pris en considération et après il appartiendra à ce projet de tenir tous ces engagements. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Malheureusement, on n'a pas pu tout traiter ce soir, dont effectivement l'arrivée du nouvel Airbus A330 Neo de la compagnie Corsair, qui a été réceptionné hier à Pôle Caraïbes, un petit bijou de technologie à 200 millions d'euros quand même, qui fait partie des 5 avions neufs qui ont été acquis l'an dernier par le groupe. Un investissement donc pour Patrick Vialcollet qui vise à récupérer ses parts de marché et devenir le numéro 1 dans l'aérien dans les DOM. Patrick Vialcollet qui est d'ailleurs propriétaire des hôtels La Toubana et Creole Beach par exemple et qui s'apprête à construire un hôtel 5 étoiles. Ce sera sur la commune des Trois-Îlets en Martinique. Un projet dont notre Alfred Marie-Jeanne, n'est-ce pas, le président de la collectivité territoriale de Martinique, visiblement, est très heureux.
Passez une excellente soirée à l'écoute des programmes de Canal 10 Télévision. N'oubliez pas que sur notre antenne, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient lundi à 18h30. Passez un bon week-end en famille, amusez-vous bien. Et n'oubliez pas que samedi soir, eh bien, couvre-feu rabaissé, demi-confinement pour la Guadeloupe. À partir de lundi, les écoles passent en demi-jauge. Pas de restaurant, pas d'activité particulière, pas de cinéma, pas de théâtre, rien du tout pendant 3 semaines. Amusez-vous bien quand même. Bisous, bisous. À venir dans la tranche info sur Canal 10, vous retrouverez Séverine Méridan pour Sport 10, l'actualité sportive du département, bien évidemment. Et avant la coupure pub, je dis bonsoir à Moïse Aubin-Caramel, bonsoir à Lydia Luce, bonsoir à Myriam Massingo-Lacavé, bonsoir Maître Massingo-Lacavé, j'espère que vous allez bien. Maître Myriam Massingo-Lacavé qui nous dit que concernant justement les tests salivaires, qu'il serait bien de dire aux parents que le test positif des enfants entraîne la fermeture de la classe durant 15 à 20 jours, isolement des enfants et des adultes, réouverture si l'enfant positif revient avec un test PCR nasal négatif. D'excellentes nouvelles, comme vous avez pu le constater. Bonsoir aussi à Absalon Hugues Théodore, bonsoir à Ogia Villeroy, bonsoir à Jimmy Kamagou-Valiard, bonsoir au général Franck Abar, qui n'hésite pas d'ailleurs à me remonter les bretelles sur les réseaux. Merci général. Bonsoir à Marie-Hélène Borès, bonsoir à Maggie Delaney, bonsoir à Annie Mulsen, bonsoir. Annie Mulsen qui nous dit que pour cette gestion de crise, on en a encore jusqu'à décembre prochain, enfin fin 2021. C'est plus ou moins ce qu'on entrevoit. On attend de voir quand même, mais a priori, on n'en est pas loin. Bonsoir à Damien Salibur, bonsoir aux réfugiés politiques, à Cody Giraud-Girard, à Johanna Bon, bonsoir à tous les internautes qui sont connectés. Vous retrouverez Séverine Méridan après la pub.